Où en sommes-nous en matière de réchauffement climatique en France actuellement? Déjà, le premier trimestre 2025 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. On a vraiment ce sentiment que ces constats se répètent mois par mois, année par année, depuis à peu près le début des années 2000. Mais c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a vu une bascule tangible sur nos territoires, avec des alternances de sécheresses que l'on n'avait jamais connues jusque-là, qui prennent de nouvelles formes, de nouvelles signatures. Par exemple, on s'est retrouvé en 2017 avec 10 mois consécutifs quasiment sans une goutte de pluie sur certains territoires, et on a basculé sur du trop d'eau dès 2018, euh, que ce soit durant l'hiver ou au printemps. Et malgré tout, avec 3 semaines de canicule au mois de juillet, on a rebasculé dans un état de sécheresse pire que précédemment. Donc, ce qui est assez nouveau en France, c'est qu'avant, on avait le temps de voir venir en matière de risque de sécheresse. On savait que si nous avions un déficit de pluviométrie durant la phase hivernale et notamment au printemps, on pouvait s'attendre peu à peu à voir la sécheresse se mettre en place. Aujourd'hui, on a ce que l'on appelle des sécheresses éclairs, c'est-à-dire des moments de bascule qui peuvent mettre seulement 15 jours pour passer d'un état à l'autre. Et si on prend la situation actuelle, on voit très bien qu'on a eu un hiver très pluvieux. On a l'impression qu'il pleut depuis 1 an et demi sur la France. Et pour autant, quand on regarde l'état actuel des choses, les nappes commencent à être en souffrance, l'état des sols également dans une grande partie nord de la France et notamment dans le Grand Est. Donc, ce n'est pas parce que on a eu un passé assez serein en matière de pluie qu'on est finalement tranquille pour les mois à venir. Ça, c'est pour la question des sécheresses. Pour la question des inondations, ce que l'on note principalement, c'est qu'elles changent de forme. Mmh. Dans une atmosphère plus chaude, on a une capacité supplémentaire d'accueillir de l'humidité, et donc cette vapeur d'eau va à un moment donné se retranscrire en pluviométrie plus intense, plus puissante. Donc on voit qu'on a des signatures de pluie qui changent, et donc l'intensité de ces pluies est telle que on n'a plus le temps de laisser à la pluie de se transformer pour rejoindre son bassin versant. On a de plus en plus de phénomènes de ruissellement, et les chiffres rassureurs sont assez éloquents. Mmh. Plus de 50% des personnes qui ont été inondées ces 5 dernières années en France l'ont été en dehors de zones inondables. Et donc, bien entendu, ça ne signifie pas qu'on a mal calibré nos zones inondables, parce qu'on est plutôt excellent en la matière à l'échelle mondiale. On a même 20 ans d'avance sur de nombreux pays dans les méthodologies que l'on utilise. C'est simplement que la pluie se transforme, que les sols sont de moins en moins capables d'accueillir également cette eau, parce qu'ils vivent eux-mêmes des états de sécheresse prolongés. Et donc, cette alternance les rend assez pauvres pour pouvoir accueillir cette pluie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien sûr tous dépendants à la ressource en eau, c'est dit et redit, mais on est en train de comprendre sous quelle forme. C'est-à-dire que, bien sûr, que la plupart de nos forces énergétiques, que ce soit le nucléaire ou les barrages hydroélectriques, sont dépendants de nos cours d'eau. Et on a vu en 2022 l'autorité de sûreté nucléaire mettre à l'arrêt des centrales faute d'un débit suffisant. On se rappelle également du lac de Serponçon qui avait perdu 17 mètres de hauteur et qui, en réalité, cache derrière une activité d'hydroélectricité, donc de fourniture d'énergie, alors que ce même lac fournit aussi à l'aval des agriculteurs, mais également de l'adduction en eau potable. Donc on voit qu'il y a un conflit de différents usages de la ressource qui est en train actuellement de se resserrer, un peu comme une peau de chagrin qui est en train de se réduire. Et donc on a des tensions qui se positionnent tout autour, parce que cette même ressource sert différentes formes d'économie. Et donc on a une économie qui est d'ordre industriel, agricole, mais d'ordre aussi sociétal, social. Est-ce qu'on est capable de fournir de l'eau en quantité disponible et en qualité? Puisque si on perd la quantité, on va avoir une augmentation potentielle des risques de polluants, donc sur l'effet de la qualité. Et c'est tous ces enjeux qui se jouent aujourd'hui et qui nous montrent une France qui est en train d'évoluer vers un niveau de fragilité pour laquelle elle n'était absolument pas prête. L'exemple du Rhône est un exemple assez symptomatique de ce vers quoi on est en train d'aller actuellement, c'est-à-dire
ce sentiment, une forme d'illusion que le Rhône fournira de l'eau en continu et pourra continuer à alimenter par cargo, comme ça a été le cas il y a quelques mois, la ville de Barcelone, pourra continuer à alimenter l'intégralité du pourtour méditerranéen sur le plan agricole, notamment au niveau de la viticulture, qui jusque-là n'était absolument pas dépendante en eau, parce qu'une vigne n'est en général pas irriguée, sauf que actuellement, avec les sécheresses que l'on a pu vivre entre 2020 et 2025, on voit qu'on a une tendance généralisée à aller vers de l'irrigation des vignes. Donc on les rend feignantes, on les rend beaucoup plus faibles, mais surtout, eh bien, on a des nouveaux usages que l'on n'avait pas jusque-là. Et donc, si on descend jusque dans les Pyrénées-Orientales, on se rend bien compte que le Rhône est encore la solution qui viendra sauver les Pyrénées-Orientales d'une sécheresse marquée. Plus de 75 de nos nappes mondiales sont en voie d'extinction. Et donc, parfois dans des zones dans lesquelles vous avez 1 milliard de Chinois qui se nourrissent actuellement d'une riziculture uniquement par pompage dans les nappes. Qu'est-ce qu'on fera demain pour nourrir ce milliard de Chinois lorsque, d'ici 5 ans, on aura ces nappes qui vont se tarir? Où est-ce qu'ils vont récupérer leur bol alimentaire? Eh bien, en 1988, il y a une sécheresse majeure en Chine et la Chine a récupéré, énormément, de denrées, de céréales à l'échelle mondiale en important son blé et en important toutes les céréales, ce qui a permis à la population de ne pas se rendre compte qu'il y avait un risque potentiel de pénurie. Demain, est-ce que ce sera encore possible lorsque tous ces pays iront tous à l'échelle mondiale en train d'essayer de récupérer eux-mêmes leurs stocks et se retrouveront confrontés aux mêmes usages?